Alors oui, là, il faut vraiment comprendre que si on a le vertige, il ne faut pas s'intéresser aux finances publiques en ce moment. Parce qu'on avait prévu un déficit à 5,1%. On nous a dit il y a quelques semaines qu'il serait de 5,6%. Maintenant, on est à 6%. 6%, c'est énorme. 6%, il faut bien comprendre en plus que c'est comparé à la richesse du pays. Donc c'est 6% par rapport au PIB. Mais si on regarde la différence entre les dépenses et les recettes, ce que fait n'importe quel ménage, alors là, pour le coup, on tombe chacun de nos chaises parce qu'on est à peu près à 25% d'écart entre les recettes et les dépenses de l'État. Donc on est dans un État qui est vraiment catastrophique. Et qu'est-ce qui en atteste ? C'est simplement les marchés. Parce que quand vous avez un tel écart entre vos dépenses et vos recettes, vous êtes obligé d'aller, comme un particulier à la banque, chercher de l'argent. Et chercher de l'argent, vous vous tournez vers les marchés. Et là, on voit depuis quelques jours que vraiment, les taux commencent à vraiment monter. Aujourd'hui, on emprunte au même niveau que l'Espagne. L'Espagne, qui était considérée comme un État mauvais gestionnaire il y a quelques années, on emprunte même à des taux supérieurs à ceux du Portugal. Donc je veux dire, on est dans une situation vraiment de plus en plus tendue et on voit que les marchés sont de plus en plus préoccupés. Donc vous l'avez dit, et Marc Toiti l'a dit. Les marchés ou... Alors pour l'instant, c'est stable. Mais enfin, c'est stable. Donc ça commence, les marchés commencent à se préoccuper. L'autre élément de référence, c'est par rapport au taux allemand. Et là, on voit que l'écart commence à se creuser. Donc vraiment, on sent les marchés préoccupés et on sent vraiment qu'ils scrutent avec attention les décisions qui vont être prises en fait dans les jours qui viennent. Comment Bruno Le Maire, en partant de Bercy, pouvait-il s'enorgueillir de son bilan ? Parce que quand même, ça faisait un peu minute autosatisfaction. En fait, vous avez complètement raison, il y a deux Bruno Le Maire. Vous avez le Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie, et là, objectivement, les résultats ne sont pas catastrophiques. Il a réussi à maintenir une économie française chancelante, mais on va dire que ce n'est pas catastrophique, mais à quel coût ? Et là, on a le deuxième Bruno Le Maire qui est ministre du budget. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il a dépensé énormément d'argent pour justement maintenir l'économie à flot. Donc, en tant que ministre de l'économie, on va dire que sa note est correcte. En tant que ministre des Finances, son résultat est catastrophique. Et d'ailleurs, on le voit, puisque là, une des premières décisions de Michel Barnier, ça a été de rattacher le ministère du budget directement à lui. Oui. Pour plus que ce soit la même personne qui ait tendance à injecter beaucoup d'argent dans l'économie pour justement stimuler la croissance. Et c'est lié. Il y a un effet de vase communicant entre le budget et l'économie chez Bruno Le Maire, puisqu'il utilise l'argent de l'État à un moment donné pour mettre sous perfusion quelques secteurs de l'économie française. Donc ce bon état, cette prospérité économique, quelque part, c'est une forme de mascarade, mais je veux dire, elle n'est pas saine, elle n'est pas réelle. Elle n'est pas saine, et puis on a tendance surtout à toujours utiliser les mêmes solutions, c'est-à-dire des hausses d'impôts. Et là, on voit déjà les premières pistes qui sont évoquées. Alors, les hausses d'impôts, on verra dans un instant. Vous les avez vues, les fameuses lettres plafond pour les ministères ? Les plafonds, elles ont été communiquées, effectivement. Alors, c'est qu'un squelette, parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des lettres plafond qui sont intermédiaires. Budget, ou, non, on reste sur point de récupérer les 50 milliards, là. Non, là, on reste exactement sur un niveau de dépenses, exactement similaire à l'année dernière. Sauf que comme il y a eu un peu d'inflation, si on stabilise la dépense, on gagne à peu près 10 milliards. Mais l'enjeu, c'est de gagner 20 milliards par an pendant 5 ans. On peut y arriver à ça ? Ça va être... Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais 20 milliards d'euros par an, si on le compare par rapport à la dépense publique, c'est 1,2%. C'est-à-dire que vous êtes un ménage, vous devez faire 1,25% d'économie par an. Franchement, c'est faisable. Oui. Mais la difficulté, c'est que ce n'est pas dans le logiciel de Bercy ni des ministres qu'on a eus ces derniers temps. Bercy, ils font preuve d'ingéniosité pour inventer des impôts. En revanche, pour baisser les dépenses, là, pour le coup, il n'y a plus personne. Moi, j'ai une petite question. Quand vous parlez donc de la fiscalité et des ménages qui seront touchés, donc on nous dit que ce ne sera pas à la classe moyenne. Mais en fait, quand on regarde ces feuilles d'impôt, tout le monde a l'impression d'appartenir à la classe moyenne. Alors, à quel moment ça s'arrête, la classe moyenne ? Parce que ça va toucher plus de monde que sans doute prévu. En fait, c'est ça le sujet. C'est en fait à partir de quand on est riche en France. Eh oui. Et en fait, on voit qu'une des solutions envisagées, c'est de geler le barème de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, vous savez, tous les ans, globalement, on indexe le barème sur l'inflation, qui cette année sera à peu près de 2%. Donc on va perdre. Et en fait, exactement. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va... ils veulent, a priori, geler plutôt les tranches les plus importantes. 30, 40%. C'est-à-dire 30, exactement. 30, 41, 45%. Ouais. Et pour être dans 30%, du coup, je réponds directement à votre question, il faut gagner à peu près 2400 nets pour faire partie des gens, les 20% des Français qui gagnent le plus d'argent. Donc, je veux dire par là que... C'est pas le début de la richesse, et vous le savez, mais il y a beaucoup de gens qui seront touchés. En fait, tout le monde va être touché. Vous avez les particuliers et puis les entreprises. Les entreprises, il ne faut pas oublier qu'elles vont effectivement payer plus d'impôts. A priori, ils vont augmenter l'impôt sur les sociétés. Ils vont supprimer un certain nombre de niches fiscales. Niches fiscales qui sont, faut-il le rappeler, des compensations des gros impôts que les entreprises paient. Et je crains que quand on augmente les charges des entreprises, au final, c'est le consommateur qui paie parce que l'augmentation de charges est répercutée sur le prix
des entreprises. Ils vont mettre une super taxe sur les énergéticiens, donc ça c'est sûr. Ensuite, quand vous augmentez l'impôt sur les sociétés, évidemment, ce sont toutes les entreprises qui sont taxées. Et c'est quoi le prélèvement ciblé exactement? Alors ciblé, en fait, ils vont cibler, en l'occurrence, des entreprises qu'ils estiment. En général, c'est soit sur le chiffre d'affaires, soit sur les bénéfices. Pour rebondir une seconde sur ce que disait Karim, il a totalement raison. La vraie difficulté d'Emmanuel Macron, c'est que oui, il a baissé les impôts de 60 milliards, mais comme il n'a pas baissé d'autant les dépenses publiques, et du coup les déficits ont explosé et la dette est alimentée tous les ans, puisqu'il faut le rappeler, l'État est obligé d'emprunter tous les ans 300 milliards d'euros pour payer son train de vie. 300 milliards d'euros, c'est 30 fois tous les ans le budget de la justice.